Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le test de cette carte là, vous l'avez vu en miniature, il s'agit de la 1950 XTX. Alors avec cette carte là, j'ai eu beaucoup de péripéties, à la base c'est Bébert qui me l'avait envoyé il y a pas mal de temps et malheureusement elle ne fonctionnait pas. Je mets la vidéo de l'unboxing là-haut, ce qui fait que j'étais assez frustré quand même parce que c'était principalement le but de ce colis là, c'est que je puisse tester cette carte là. Le but c'était de l'opposer à cette carte là, c'est sa concurrente de l'époque, la 7900 GTX. Elle m'a donc fait pas mal de péripéties, cette 1950 XTX, mais je l'ai envoyé chez un ami qui est professionnel, qui m'a fait un bon reflow dessus, et maintenant elle est revenue à la vie, donc c'est une bonne nouvelle, je peux faire cette vidéo. On va donc parler des caractéristiques techniques de la 1950 XTX, je vous mets en même temps les images de la carte. Donc c'est une carte qui embarque un GPU RV580, exactement comme celle que j'avais testée précédemment, la 1950 XT. Ce GPU il est gravé en 90 nanomètres et cadencé à 650 MHz. Pour ce qui est de la mémoire, elle embarque 512 MO de GDDR4 cadencé à 1 GHz. C'est une carte qui est sortie entre deux générations de cartes graphiques ATI et la principale grosse amélioration qui a fait du bien à tout le monde, c'est tout simplement qu'on est passé de ce refroidissement là qui est juste une horreur. Ça c'est une 1900 XT, c'est bruyant, c'est mal foutu, regardez on a une turbine qui est enfermée dans du plastique et qui vient aspirer à travers l'échangeur et c'est très bruyant. On est passé à un design blower plus classique et surtout beaucoup plus silencieux. Et ça c'est une très bonne chose du côté d'ATI parce que Nvidia de leur côté ils avaient déjà des très bons refroidissements. Regardez celui de la 7900, il est très moderne, très silencieux et fonctionne super bien. Qui est des caractéristiques de la carte d'Nvidia, je vais pas vous refaire des plans dessus, on l'a déjà vu 3 fois sur mes vidéos de la chaîne donc ça suffira. Elle embarque un GPU G71 sous microarchitecture Curie qui est lui aussi cadencé à 650 MHz et surtout gravé encore une fois en 90 nanomètres, donc ça fait pas mal de choses en commun. Ce qui fait la vraie différence finalement, c'est que celle-ci c'est pas la même micro-architecture et surtout on a que 24 pixels pipeline là où on en a 48 pour la carte d'ATI. Un petit rappel, les pixel pipeline c'est l'ancienne appellation des unités de calcul sur les cartes graphiques. De nos jours du côté d'Nvidia c'est les cœurs CUDA et du côté d'ATI c'est les stream processors. La mémoire utilisée est elle aussi différente, il s'agit de mémoire GDDR3, on a 512 MO aussi mais qui est cadencée à 800 MHz. Pour ce qui est du prix de ces deux cartes à leur sortie en 2006, la carte d'ATI était vendue 399 €, là où la carte d'Nvidia était vendue 450 €, donc ça fait quand même un bon écart de prix. Voilà pour les caractéristiques de ces cartes graphiques, mais maintenant je vais répondre à ce commentaire là en vidéo parce que je dois expliquer quelque chose. Dans ma précédente vidéo, il a relevé un écart de performance entre ce que moi j'arrive à voir sur ma machine et ce qu'il y a eu dans les tests de l'époque. Mais ça c'est parfaitement normal et ça s'explique. Donc regardez les deux images que je vous mets. À droite vous avez les réglages graphiques que l'on avait à l'époque à la sortie du jeu en 2004 et même en 2005. Et à gauche c'est les réglages graphiques que l'on a de nos jours pour Half-Life 2. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de paramètres graphiques en plus de nos jours, mais c'est normal parce que ce jeu là il a 20 ans quasiment. Il y a eu donc beaucoup de mises à jour entre temps et notamment le moteur source a beaucoup évolué entre temps. Surtout le principal changement qu'il y a eu c'est à la sortie de Half-Life 2 épisode 2 où il y a eu énormément d'effets graphiques qui ont été rajoutés sur le moteur source. C'est pour ça que j'ai un framerate qui est beaucoup plus bas sur mon PC actuellement, étant donné que je ne peux pas réinstaller la version originale du jeu sur mon PC, vu qu'on est obligé d'utiliser Steam pour installer Half-Life 2. Et pourtant, étant donné que je suis un grand fan de Half-Life 2, je l'ai en version CD de l'époque, mais c'est le tout premier jeu qui fonctionne sur Steam, ce qui fait que quand j'installe le jeu, il m'installe Steam et il télécharge le jeu depuis Steam. Donc forcément, je me retrouve avec le jeu et toutes ces mises à jour, donc je peux pas faire les tests comme on avait à l'époque, dans les mêmes conditions de l'époque, et c'est normal, on est en 2022. Et ça, c'est valable dans tous les tests que je fais. À chaque fois que je fais une rétrospective, c'est un problème que je rencontre. Un bon exemple, c'est quand j'ai voulu faire ma rétrospective sur la carte d'AGIA. J'ai eu énormément de problèmes à cause de ça. Étant donné que ce genre de carte n'est plus du tout supporté, que ce soit par les pilotes ou même par les jeux, il faut les jeux en version 1.1 pour que je puisse utiliser cette carte AGIA sur les jeux. Étant donné que les jeux supportant les cartes AGIA sont très rares, la seule version 1.1 que j'avais d'un jeu compatible AGIA, c'était Mirror Edge. C'est pour ça que j'ai pu tester que Mirror Edge. En tout cas, c'est bien, t'as fait une bonne démarche en allant vérifier ce que je fais parce que comme je l'avais
déjà dit dans une de mes vidéos il y a un moment, eh bien moi aussi je peux faire des erreurs, moi aussi je peux me tromper, hein, je suis pas la science infuse, je peux tout à fait faire des erreurs dans mes vidéos, et d'ailleurs quand on me fait des remarques pertinentes, eh ben j'apprécie parce que ça me permet souvent d'apprendre des choses. Et d'ailleurs ta remarque m'a donné envie de faire une revue de presse dans la vidéo, donc on fera un tour sur les tests de l'époque sur ces cartes graphiques là, et ça nous permettra de comparer ce qui a changé par rapport à ce que l'on a de nos jours. Pour les benchmarks, regardez ça, j'ai investi un petit peu dans une carte d'acquisition, ça nous permettra d'avoir une bien meilleure qualité vidéo lors des benchmarks. Je sais que vous allez apprécier parce que même moi ça me piquait un petit peu les yeux. Quand on n'a pas beaucoup de budget, on fait petit à petit avec ce qu'on a, et d'ailleurs celle-ci m'a pas coûté spécialement cher, je l'ai payé 30 € et vous allez voir la qualité d'image est tout à fait correcte pour ce prix là. Et d'ailleurs je vous disais que j'apprécie les commentaires lorsqu'ils sont pertinents, et ben c'est un abonné qui m'a dit regarde du côté de ce genre de machine, on peut trouver des cartes d'acquisition à des prix tout à fait corrects, et il avait parfaitement raison, ça va me permettre d'améliorer la qualité d'image de mes vidéos, donc merci à lui, je sais qu'il va se reconnaître. Allez, c'est terminé pour cette petite aparté, regardez ça, j'ai monté les cartes graphiques sur le wall mode, et c'est parti, on teste tout ça. C'est parti pour les tests, on commence avec le benchmark de Half-Life 2, c'est Half-Life 2 Lost Coast et j'ai gardé les mêmes réglages que la précédente vidéo. D'ailleurs je vous mets l'étiquette en haut à droite, ça vous permettra de comparer avec les résultats que j'avais eu avec d'autres cartes graphiques de la même époque. Bon, sans trop de surprise, on se rend bien compte que la carte d'ATI est largement devant. C'est intéressant parce que dès le début du benchmark, on peut voir que la 1950 s'en sort plutôt bien alors que c'est vraiment le passage le plus difficile sur ce bench. Parce que même sa version un petit peu moins performante, la 1950 XT s'en sortait bien, mais on dépassait pas les 60 fps. Et par contre, si on compare la 7900 GTX, là on a un énorme trou de performance, c'était déjà le cas avec mon précédent test avec la 1950 XT, mais là avec la XTX on fait vraiment beaucoup mieux. Je vous mets un graphique pour illustrer l'écart que l'on a entre ces deux cartes, on a vraiment un énorme écart, c'est assez impressionnant. J'ai eu une moyenne de 36,9 fps avec la 7900 GTX et 127,3 fps pour la X1950 XTX. Ça fait donc un énorme écart entre ces deux cartes, et surtout si je compare avec la 1950 XT où j'avais eu 100 fps tout pile, et ben ça me donne 27% de performance en plus, c'est énorme. J'ai fait un deuxième passage sur Half-Life 2 pour être un petit peu plus sympa avec les cartes Nvidia. Donc cette fois-ci, vous le voyez, j'ai désactivé l'anti-aliasing ainsi que le HDR. Je fais ça parce que c'est le combo de ces deux paramètres qui font vraiment mal aux cartes graphiques d'Nvidia de cette époque. Ça me permettra d'avoir un résultat sans réellement avantager les cartes d'ATI qui du coup gèrent très bien ces filtres. Il n'empêche que c'est un gros défaut, surtout pour une carte qui est vendue plus cher que la carte d'ATI, c'est juste pour vous montrer que ces cartes sont quand même capables de bien faire tourner les jeux. On peut voir que déjà dès le début, la partie la plus difficile de ce benchmark, on a un écart qui s'est beaucoup resserré. On a même la GTX 7900 qui fait jeu égal par moment avec la carte d'ATI, ce qui est vraiment pas mal. Je vous affiche directement les résultats en tableau, mais j'ai aussi laissé les résultats que j'ai eu sur le précédent bench. Ça permet de vraiment visualiser à quel point l'écart s'est resserré entre ces deux cartes juste en désactivant l'anti-aliasing et le HDR. On a la X1950 XTX qui nous sort 141,9, on va donc dire 142 fps, et la 7900 GTX, elle, va nous sortir 135 fps, donc elle s'est vraiment rapprochée de la carte d'ATI. Ça montre bien à quel point cette carte gère très mal ce genre de filtre. On a vraiment des performances qui sont en chute libre à partir du moment où on les active. Pour ce qui est de la carte d'ATI, on voit bien que ces filtres n'ont que très peu d'influence sur cette carte-là, et c'est impressionnant parce que malgré tout, c'est des filtres qui sont très gourmands, notamment l'anti-aliasing qui fait généralement assez mal aux cartes graphiques. Je repense à ce que je disais au fait que le jeu avait évolué entre temps. On peut dire la même chose pour les pilotes, et je pense que les pilotes d'ATI se sont améliorés et c'est ce qui explique qu'on ait tel écart entre ces deux cartes là, alors que c'était pas forcément le cas à l'époque. Mais ça on en reparlera tout à l'heure quand je ferai ma petite revue de presse sur les tests qu'on avait à l'époque. On passe maintenant à Unreal 3, ça nous permettra de comparer par rapport aux résultats que j'avais eu dans ma précédente vidéo. Cette fois-ci, il n'y aura pas deux tableaux étant donné qu'il n'y a pas réellement de benchmark, je ne peux pas mettre des résultats précis, c'est plutôt un ressenti. Donc ça sera à vous de regarder le framerate en direct et comme ça vous pourrez comparer, vous faire votre propre idée. Pour les réglages, on est en 720p avec l'anti-aliasing activé. Donc au niveau du ressenti, pour la X1950 XTX, le jeu est parfaitement jouable. Il y a des moments malgré tout où on est un petit peu limite, où on se rapproche des 40 fps. Mais en général, je suis plutôt entre 50 et 60 fps, par moment un peu au-dessus de 60 fps, mais la carte gère très bien le jeu sans trop de soucis. Pour la GeForce, je dirais qu'on a en moyenne 10 fps de moins, c'est-à-dire qu'au mieux, on est à peu près à 50 fps, et au pire des cas, on est dans les 30, voire 33, 35, bref, on a à peu près 10 fps de moins que la carte d'ATI. Si on traduit ça en pourcentage, ça ferait à peu près 20% de performance en plus pour la carte d'ATI par rapport à la 7900 GTX.
C'est pas un écart aussi monstrueux que ce que l'on a sur Half-Life 2 avec les filtres activés, mais malgré tout 20% pour deux cartes qui sont de la même génération, c'est quand même un gros écart. On passe sur Sanctuary, même si j'ai déjà passé la 7900 GTX dessus, je vous mets là aussi le résultat que j'ai eu, je l'ai repassé dessus, mais on va se concentrer sur la 1950 XTX. J'affiche donc directement les résultats, donc c'est mon tableau qui regroupe un peu tout ce que j'ai fait, mon fameux tableau à la Top Gear. J'ai aussi réorganisé le tableau de manière à ce que les cartes apparaissent dans leur ordre de sortie, c'est-à-dire quand on a les cartes les plus récentes et tout en bas les cartes les plus anciennes. De toute manière, vous le voyez, entre parenthèses, j'ai mis les dates à chaque fois de la sortie des cartes. Donc la 1950 XTX a fait précisément 34,2 FPS sur ce benchmark. La 7900, elle, avait fait 16,3 FPS. On est donc pas très loin du x2 en termes de performance, mais surtout, je précise qu'il n'y a pas l'anti-aliasing sur ce benchmark. Ça montre vraiment l'écart quand même en termes de performance qu'il y a entre ces deux cartes. Certes, c'est un benchmark, c'est pas représentatif de ce que l'on a réellement dans les jeux, mais là, il n'y a pas d'histoire d'anti-aliasing ou de HDR, c'est vraiment les performances brutes des cartes. Là où la comparaison est intéressante, c'est entre la 1950 XTX et la 8800 GTX. Et ça confirme vraiment le trou monumental que la 8800 a mis à ATI. Parce que cette carte ATI était la plus puissante de la génération précédente. Et la 8800 GTX qui est sortie que quelques mois après, elle est sortie en fin d'année 2006, alors que la 1950 XTX était sortie pendant l'été 2006, et ben la 8800 GTX fait 2 fois plus de performance que la carte d'ATI. C'est vraiment impressionnant. Je sais que je me répète au sujet de la 8800 GTX, mais je trouve vraiment impressionnant de faire 100% de performance d'une génération à l'autre. Et c'est un vrai gap de performance, c'est pas en trichant avec des histoires de DLSS, etc. comme on a de nos jours. C'est vraiment les puissances brutes des cartes. Allez, ça suffira pour les benchmarks, maintenant on passe à la revue de presse. Et ben décidément cette X1950 XTX elle envoie vraiment le pâté. Je vous avais dit en introduction qu'on ferait une petite revue de presse, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, on va voir ce qu'il en était à l'époque. Je me suis basé sur le test de Hardware FR étant donné que je trouve que c'était le site francophone le plus sérieux à l'époque. Et malheureusement Hardware FR ne font plus de tests, c'est simplement devenu une plateforme de e-commerce pour vendre des composants. Et c'est extrêmement triste parce que j'adorais ce site, je trouve que c'était la presse hardware la plus sérieuse en français. En tout cas. Regardez ça, c'est les résultats qu'ils ont eu sur Half-Life 2 Lost Coast avec l'anti-aliasing en x4 et le HDR activé, c'est-à-dire comme moi. On peut voir que effectivement à l'époque ces deux cartes étaient extrêmement proches avec un léger avantage en 1600 pour la 7900 GTX et par contre avec une résolution plus élevée, on voit que c'est la X1950 XTX qui prend le dessus. Et comme on me l'a fait remarquer en commentaire, effectivement on a des performances qui ont l'air plus élevées à cette époque-là pour la 7900 GTX. Si on prend l'indice de performance qui fait une moyenne de tous les tests qu'ils ont fait, on peut voir que encore une fois on a des résultats extrêmement proches. Mais cette fois-ci, que ce soit dans une résolution ou l'autre, on a un léger avantage pour la carte d'ATI. Mais malgré tout, il faut quand même pas mal relativiser parce qu'on a moins de 5% de différence entre ces deux cartes sur le test de Hardware FR. Mais ce que vous avez vu, c'est les résultats de benchmark sans l'anti-aliasing. Et regardez maintenant la moyenne avec l'anti-aliasing activé et on peut dire que on retrouve un petit peu le même défaut que j'avais remarqué dans ma vidéo. C'est-à-dire que cette fois-ci, la X1950 XTX fait bien mieux que la 7900 GTX. Ça confirme un peu ce que j'ai eu du coup dans mes tests, c'est-à-dire que déjà à l'époque, les cartes graphiques GeForce 7000 n'appréciaient pas vraiment le filtre anti-aliasing. On regarde maintenant la conclusion de Hardware FR et notamment cette partie-là, ils font une conclusion que je trouve plutôt intéressante. Dans leurs tests, ils ont eu des soucis sur certains jeux, et ben ils ne peuvent pas mettre à la fois le HDR et l'anti-aliasing avec les cartes Nvidia. Ils disent d'ailleurs que c'est quand même un problème, qu'ils pensent que certains n'auront pas envie de choisir entre le HDR ou l'anti-aliasing, ce que je peux comprendre. Et d'ailleurs, je partage leur conclusion là-dessus parce que c'est quand même un problème. On a une carte graphique qui vaut 50 € de plus, qui est moins performante, et sur certains jeux, elle ne supporte pas le HDR et l'anti-aliasing en même temps. Ils notent cependant quelque chose que je n'ai pas testé, c'est qu'a priori, la carte d'Nvidia consomme quand même beaucoup moins que la carte d'ATI. Ils nous lâchent d'ailleurs un petit mot concernant le refroidissement en disant que ça fait beaucoup de bien de changer le refroidissement des cartes ATI. Je vous rappelle, hein, c'est ce design-là qui est vraiment une horreur. Et d'ailleurs, je sais que comme souvent, il y a certains fanboys qui vont me dire ouais c'est normal, c'est ATI font de la merde. Non, parce que regardez, les premiers à avoir fait ça, et ben c'est Nvidia avec la GeForce FX 5800. Et je vous rassure, c'était une horreur elle aussi, elle était très bruyante et son refroidissement, tout le monde le détestait. De toute manière, les cartes Nvidia FX 5000 ont une très mauvaise réputation parce que les performances étaient plutôt moyennes et le refroidissement aussi. Bon, on a fini cette revue de presse, on passe maintenant à ma conclusion. Et bah qu'est-ce que je peux dire de plus finalement sur ces cartes Radeon X1900? Et ben c'est des très bonnes cartes, c'est tout. C'était vraiment des très bonnes cartes, elles étaient bon marché,
performante. Avec l'amélioration du refroidissement, on avait un refroidissement qui marchait très bien et qui était quasi aussi silencieux que celui d'NVIDIA. Même s'il faisait légèrement plus de bruit, c'est un bruit qui est tout à fait supportable. Elles sont quand même pas mal silencieuses. Et même technologiquement, les cartes d'ATI à ce moment-là étaient quand même plus intéressantes. On avait la GDDR4 qui était présente, on avait une meilleure fréquence du coup pour la mémoire et ça se traduit par un gain de performance qui est quand même intéressant. On peut donc dire que c'est quasiment un sans faute sur cette X1950 XTX. Le seul reproche que je lui ferais, c'est pour le multi-GPU. C'était très compliqué de faire du multi-GPU avec les cartes ATI de l'époque. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur le multi-GPU, c'est que pour pouvoir faire du Crossfire avec les Radeon 1000, eh ben, il fallait des cartes graphiques édition Crossfire. Et c'est des éditions qui coûtaient plus cher et surtout, ça ne permettait pas tout simplement d'acheter une carte puis ensuite l'autre et de faire son Crossfire. Il fallait acheter le pack avec les deux cartes graphiques directement, ce qui coûtait assez cher, ce qui était assez contraignant et ce qui fait que très peu de monde a fait des Crossfire avec ces cartes-là. Mais en dehors de ce défaut qui est assez minime parce que finalement il y a assez peu de monde qui fait du multi-GPU même à cette époque-là, et ben on a une carte graphique comme je le disais qui est performante et pas chère. Et ça c'est vraiment un combo incroyable, on aimerait bien retrouver ça de nos jours. Bref, revenons à cette 1950 XTX et je suis vraiment très content d'avoir pu vous proposer ce test parce que vraiment, comme je vous l'ai dit en introduction, elle m'a fait quelques péripéties cette carte. J'ai vraiment été très déçu quand j'ai vu qu'elle affichait pas d'image parce que je voulais absolument faire un test de cette carte graphique là, mais maintenant c'est chose faite et j'espère que ça vous a plu. Et d'ailleurs, si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à jeter un coup d'œil au Discord, je vous ai mis le lien dans la description. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.